Bonjour Yves Lenné, vous êtes docteur en droit, vous êtes ancien enseignant-chercheur à l'université, vous avez fait l'IHEDN, vous avez publié des livres juridiques et cette fois-ci c'est l'un de vos premiers ouvrages plutôt grand public qui parle de ce que l'on appelle le Cinquième Empire ou la face obscure de l'exception française. Le livre était sorti bien avant la crise du coronavirus, ou peut-être juste à temps. À ce moment-là, vous n'aviez pas prévu ce qui allait se passer, évidemment, mais finalement, cette crise fait que votre livre est terriblement d'actualité sur l'un des enseignements de ce que nous avons vécu. Il y a deux grilles de lecture dans ce que nous avons vécu. Vous entendez parfois certaines personnes nous dire c'est la crise du libéralisme ou de l'ultralibéralisme et il faut donc un État fort pour avoir un service de santé fort et protecteur. Voilà ce qui s'est passé. Et puis vous entendez d'autres personnes dire que c'est justement la crise de l'étatisme et que si la France a été si mal lotie, c'est en raison de son étatisme et qu'il faudrait davantage de libéralisme. Quand on vous connaît, quand on comprend votre livre, on imagine aisément que vous vous situez dans cette deuxième catégorie de famille, de pensée. Tout à fait, monsieur, tout à fait. En réalité, il y a déjà un élément d'actualité qui est très parlant, c'est la situation allemande. Il se trouve que je vis à Berlin, à titre principal, je viens très souvent à Paris, mais je vis à Berlin. Et d'ailleurs, à ce sujet, la presse ne dit pas la vérité, il parle de confinement en Allemagne pour donner à penser que en Allemagne, les gens sont assignés à résidence, comme ils le sont en France, alors que ça n'est pas du tout le cas, sauf dans deux Länder, il y a 18 Länder au total, c'est-à-dire dans la Bavière et dans la Sarre. Dans les autres Länder, les gens se déplacent librement et n'ont pas à justifier de la raison pour laquelle ils sortent de leur domicile. En revanche, bien sûr, comme dans les autres pays, les commerces non indispensables sont fermés. Là, d'ailleurs, le périmètre des non indispensables est différent en Allemagne d'en France. Par exemple, le bricolage et les fleuristes sont toujours restés ouverts. Mais ce sont les détails. En tout cas, lorsqu'en Allemagne, on rouvre les commerces en ce moment, ce n'est pas un déconfinement, puisqu'il n'y a jamais eu de confinement. Je referme cette parenthèse pour revenir au problème, effectivement, de l'économie administrée. Ce qui est intéressant, justement, dans l'exemple allemand, qui gêne beaucoup, d'ailleurs, nos commentateurs, c'est que l'Allemagne se retrouve avec un nombre de morts par 100 000 habitants très inférieur à la France, se retrouve avec, globalement, un traitement beaucoup plus efficace de la pandémie, et on se demande pourquoi. Alors, on se dit, oui, ils ont plus de tests, ils ont plus de masques, ils ont plus de... La réalité, je crains qu'elle soit assez choquante pour des oreilles administratives. La réalité, c'est que dans l'agenda 2010 du chancelier Schröder, au début des années 2000, la majeure partie du secteur hospitalier allemand a été privatisée. Il y a trois gros comptes, comme on dit là-bas, des grandes entreprises qui détiennent les hôpitaux, la plupart des hôpitaux, et cette gestion privée a eu pour effet une meilleure prévision, une meilleure réactivité, des coûts finalement moins élevés. Là, le coût général du monde hospitalier en Allemagne est inférieur au coût en France, avec une efficacité, on a pu le constater, très supérieure. Et je crois qu'effectivement, comme vous l'avez souligné, et comme soulignent les libéraux, la réalité, c'est que c'est la crise de l'économie administrée. L'organigramme du monde de la santé et du monde hospitalier est un système totalement échevelé avec des directions dans tous les sens, des hautes autorités, des autorités secondaires, c'est effrayant, effrayant. Voilà, si vous voulez, donc c'est ce que vous dénoncez d'ailleurs dans votre livre. Dans ce livre. D'ailleurs, j'aimerais qu'on revienne sur le titre. Vous avez choisi le Cinquième Empire, avec deux tomes dans les ténèbres vers la lumière, avec même un graphisme dans la couverture, assez science-fiction, assez terrible même. On a l'impression d'aller vers un film catastrophe, vers une dictature que vous allez nous présenter, une dictature futuriste. Et finalement, on s'aperçoit que l'organisation de l'État, l'étatisation, le nombre de normes, de lois, fait que l'on se rapproche de ce que vous qualifiez les tribus primitives, qui étaient le Troisième Reich, l'Union soviétique.
Absolument. C'est-à-dire que pourquoi j'ai choisi le cinquième empire? Bon, ça, c'est un peu un jeu de mots avec la cinquième république et le troisième Reich, puisque empire en allemand se dit Reich. D'ailleurs avec un drapeau un peu évocateur, puisqu'il a un petit peu la structure graphique du drapeau du troisième Reich. Pourquoi j'ai choisi cette forme? Eh bien, c'est que je pense qu'effectivement, cette crise, vous avez très justement et aimablement souligné, cette crise donne à mon ouvrage une certaine actualité, plus grande même qu'elle était, du fait que la crainte que j'avais et que j'ai toujours, que ce système extrêmement administré tourne un jour à une dictature, est en train de se réaliser. Alors certes, les dictatures ont toujours d'excellents motifs. Ça peut être la construction d'un empire millénaire, ça peut être la construction du socialisme, la défense du socialisme contre ses ennemis, la lutte contre les anarchistes, les communistes et autres assassins de prêtres. Je pense à Franco. Il y a toujours d'excellentes raisons. Il n'y a aucune dictature ne s'est jamais instituée en disant nous sommes les plus forts, taisez-vous, et de toute façon on n'a aucune raison d'être là, mais comme on est les plus forts, il y a pied ou terre. C'est extrêmement rare. Il y a peut-être eu Gengis Khan dans ce sens-là, mais on remonte à des époques très lointaines. Dans la période moderne ou contemporaine, la dictature a toujours d'excellents motifs. Aujourd'hui, c'est la santé. Alors on nous dit il faut protéger les gens. Et on se réfugie derrière des médecins qui connaissent leur métier de médecin, mais qui connaissent pas le reste. C'est-à-dire qu'ils ne sont ni sociologues, ni politiciens, ni hommes d'État, ni juristes, et qui traitent, et finalement, sous couvert de médecine, on traite des questions qui sont des questions de droit constitutionnel et de liberté publique, des questions économiques, des questions sociales. On laisse mourir des gens qui ne sont pas atteints du coronavirus, mais qui, ayant d'autres pathologies, ne seront pas soignés. Et qui vont rentrer dans les statistiques du coronavirus. Bien entendu. Et du coup, ensuite, on prétend de manière parfaitement divinatoire qu'on a sauvé 60 000 personnes, alors qu'en réalité, personne n'en sait rien, et qu'on en a peut-être fait mourir autant d'un autre côté. En sachant quand même qu'il meurt en France en moyenne 600 000 personnes par an, et que la statistique de mortalité qui s'est actuellement développée ne fait pas varier la statistique annuelle d'une manière significative. Vous évoquez la dictature. Qu'est-ce qu'une dictature? Comment interprétez-vous ce terme de dictature, Yves Lenné? Parce que j'ai connu, et j'ai même vécu, peut-être pas très longtemps parfois, mais longtemps aussi, dans des pays qui sont qualifiés de dictature. J'ai passé quelques années de ma vie dans des pays qui sont des dictatures. Il y a un point commun dans tous ces pays, c'est la grande liberté a la population. C'est-à-dire que dans une dictature, en général, j'ai remarqué qu'il y avait ce point commun. On pouvait tout faire sauf critiquer le régime en place. Tant qu'on critiquait pas le régime en place, on pouvait faire ce que l'on voulait. Alors, il y a plusieurs modèles de dictature. Je pense que... citer un des modèles fréquemment répandus, voilà, dans les pays. Oui. Je vais vous donner des exemples. Je vais quand même étayer ce que je dis. Le Maroc sous Hassan II était qualifié de dictature. J'ai passé pas mal d'années de ma vie. Voilà, ça correspondait un peu à ça. L'Irak sous Saddam Hussein, professionnellement, j'y étais. Ça correspondait aussi à cette description. Aujourd'hui, on nous parle de... Voilà, vous m'aviez compris. Alors, je distinguerais deux choses. D'une part, il y a différentes sortes de dictatures. Il y a, je dirais, les dictatures autoritaires, dans lesquelles on peut classer effectivement Pinochet, les colonels grecs, même Franco dans une certaine mesure, le Maroc d'Hassan II, et dans une certaine mesure celui de Mohamed VI, l'Iran du Shah d'Iran, etc. C'est vrai. Il s'agit de régimes dans lesquels, sur le plan économique notamment, les interventions sont assez modestes de l'État, et en revanche, effectivement, sur le plan de l'expression des idées, tout ce qui pourrait gêner le pouvoir en place est férocement réprimé. Mais c'est uniquement sur le plan des idées, et comme me disait un ami, finalement, la majorité du peuple est moins attachée à la liberté qu'un certain nombre d'intellectuels, et si on les laisse faire ce qu'ils veulent par ailleurs, le fait de ne pas pouvoir exprimer leurs idées
ne les gêne pas Ça beaucoup. les dérange pas beaucoup, Et, exactement. exactement. C'est-à-dire Alors, qu'il n'y a pas de normes, il n'y a pas de permis de construire, il n'y a pas de ceci. Vous bricolez les choses exactement. comme vous voulez, hein, à part ça. Exactement. Alors ça, c'est d'ailleurs propre dans une certaine mesure aux pays musulmans où euh, la, la charia, même dans les pays de charia, la charia et les autres contraintes du monde musulman s'appliquent essentiellement dans le domaine des idées ou des croyances, mais laissent au commerce une très grande liberté. Et il faut se souvenir que Mohammed, c'est-à-dire Mahomet, avait commencé comme commerçant. Alors, cela dit, par contre, il existe d'autres types de dictatures. Je pense aux dictatures communistes, qui sont des dictatures totalitaires où finalement il n'y a pas de liberté. La privation de la liberté ne joue pas que dans le domaine de l'expression des idées, mais dans pratiquement tous les autres domaines de la vie. En ce qui concerne la Chine populaire, bon, l'Union soviétique, je crois qu'on n'a même pas besoin de la décrire, ça tout le monde le sait. La Corée du Nord, l'UQS, Corée du Nord, pas davantage. Mais la Chine populaire, de ce point de vue-là, bénéficie d'une certaine faveur qui est, à mon avis, parfaitement injustifiée. C'est-à-dire que la Chine populaire a laissé se développer un soi-disant libre commerce, qui est en réalité totalement sous contrôle du Parti communiste chinois, et dans l'arbitraire. Et ce qui est intéressant, c'est surtout la notion de contrôle social. C'est-à-dire que la Chine populaire laisse se développer des petits commerces, des activités d'entreprise, etc., sur la formule immortelle du grand Deng Xiaoping qui disait peu importe que le chat soit blanc ou noir, du moment qu'il attrape des souris, c'est un bon chat. Alors, ce qui veut dire, mais ce propos est très intéressant parce qu'il montre un point qui n'est pas mentionné, c'est que le chat, il ne s'agit pas d'un chat sauvage. Le chat qui attrape des souris dans la maison, il les attrape au profit de son maître pour en débarrasser la maison. Donc, et d'ailleurs souvent les chats en pratique apportent la souris au maître pour lui montrer qu'il a attrapé la souris. Et donc, les chats qui attrapent des souris, c'est très significatif de la soumission complète de l'activité économique en Chine, même y compris des petits commerçants, petits artisans, petits entrepreneurs, à la domination du Parti communiste. Et en Chine, ce qui est intéressant, c'est la notion de contrôle social. Il y a en Chine un contrôle social extrêmement perfectionné à base de caméras à reconnaissance faciale et le système qui est maintenant dopé par l'intelligence artificielle progressivement, ce système permet un contrôle total de la population, avec d'ailleurs l'attribution d'un système de points selon la manière dont les gens se comportent et dont leur comportement est analysé par des algorithmes très puissants. On leur attribue des points qui leur donnent plus ou moins bon accès à la nourriture. De mauvais citoyens. Exactement, exactement. Et s'ils deviennent trop mauvais citoyens, ils finissent au Laogai, qui est l'archipel du goulag chinois, avec 1100 camps, 6 millions de détenus, dans lesquels on leur lave le cerveau pour essayer de les ramener dans le droit chemin communiste. Donc ça, c'est un autre type de dictature. C'est une dictature totalitaire, même si elle n'en a pas les apparences. Alors, l'autre aspect de la dictature que je voudrais citer, c'est que la dictature ne porte pas que sur la question des idées, même lorsqu'il y a une apparente liberté économique, il y a un élément absolument essentiel qui distingue les États, je dirais, de liberté des États de dictature, c'est le système juridique, l'État de droit et l'indépendance plus ou moins relative, elle est toujours relative, des tribunaux. Si un citoyen a la possibilité d'obtenir gain de cause contre l'appareil d'État ou contre un puissant sur un point de droit. Par exemple, sa propriété a été violée. Par exemple, il a conclu un contrat qui n'a pas été respecté. Dans ce cas-là, on est en présence d'un état de droit si des juges indépendants peuvent, ou relativement indépendants, tout est relatif, peuvent lui donner gain de cause contre l'État ou contre le puissant. Donc, on peut dire qu'en France, nous sommes dans un état de droit. Nous sommes dans un état de droit en déclin. C'est-à-dire que la France est probablement... nuance, oui.
Oui, tout à fait. Nous sommes dans un, je dirais que son état de droit, mieux que la France aujourd'hui, l'Allemagne, le Luxembourg dans une certaine mesure, même dans une large mesure, le Canada, les États-Unis et l'Angleterre, l'Irlande. Ce sont des États de droit plus complets, plus perfectionnés. L'état de droit français est un état de droit en déclin parce que le pouvoir administratif, toujours plus concentré, a conduit à ce que la loi devienne assez relative. D'ailleurs, il y a un rapport du Conseil d'État très intéressant de 2006 de l'Assemblée générale du Conseil d'État qui explique dont le titre est de l'insécurité juridique en droit français et qui explique que le foisonnement des normes, leur contradiction quelquefois, leur changement permanent. Le Conseil d'État pointe que 10% des articles des codes changent tous les ans. Tout cela conduit à une insécurité juridique et à une inconnaissabilité de la loi. Or, si le citoyen ne peut pas connaître la loi qui lui est applicable, alors que par ailleurs, on lui dit que nul n'est censé ignorer la loi, il n'y a plus de sécurité juridique. Et s'il n'y a plus de sécurité juridique, l'état de droit est en déclin. Avec des lois qui changent en permanence, des effets contradictoires, comme on l'a vu à l'époque du coronavirus. Ah ben là, ça a été très clair. Ça a été très clair. De toute façon, dans cette affaire on dit tout est son contraire. Chinois, donc il est très difficile d'avoir un état de droit quand vous avez même les policiers qui reconnaissent en privé qui sont dans les injonctions contradictoires entre le matin, l'après-midi et le lendemain matin. C'est tout à fait clair. Et en plus de ça, on leur donne un rôle qui n'est pas normalement le leur, c'est-à-dire on leur donne un rôle d'appréciation, alors que l'appréciation de la commission d'une infraction n'appartient qu'au juge. Le fait, d'ailleurs, ça c'est un exemple très intéressant de déclin ou de dégradation de l'état de droit, c'est l'hypothèse dans laquelle ce qui normalement est du ressort du juge se trouve transféré à la police. Ça, c'est un mais signe. C'est important aussi de la mentalité, parce qu'en réalité, on laisse les gens avec un devoir d'appréciation. Les gens sont bons, ils ont une appréciation positive de tout. Les gens sont négatifs, cherchent à se venger de je ne sais quoi. Ils mettent des prunes à eux tout va. Et vous pouvez avoir des bons policiers qui laisse passer les gens en disant de toute façon, moi j'ai été policier pour chasser les bandits et pas chasser le mec qui va se balader en bas de chez lui, donc oui madame, passez très bien, il n'y a pas de problème. Comme vous pouvez avoir des méchants policiers qui vont avoir une appréciation hautement négative. C'est la mentalité de chacun qui se révèle. Tout à fait. Et ça, c'est la caractéristique même du développement d'un état de non-droit. C'est-à-dire que dans un état de droit, ça doit au maximum, le plus possible, ce sont les textes émanant du législateur qui doivent fixer les règles. Ces règles doivent être claires, connaissables, non contradictoires, connu de tous et appliqué par des juges. À partir du moment où on se trouve dans un système dans lequel finalement la vie des citoyens, leur liberté, leur argent, etc., sont régis par l'équité, la bienveillance ou la malveillance, le bon sens, et où ça n'est pas strictement résolu par le droit appliqué par des juges, on entre dans un système d'arbitraire. Ce système d'arbitraire peut avoir parfois de bons côtés, mais il en a le plus généralement de mauvais. Ou c'est le bac-chiche alors, c'est ce qui nous manque alors encore. On n'en est pas là encore en France. Mais au moins le bac-chiche, il y a une lisibilité, il y a une lisibilité. Au moins, absolument. C'est peut-être plus simple. Mais rassurez-vous, ça vient. Ça vient. C'est-à-dire que toutes les mêmes causes produisant les mêmes effets, à partir du moment où on donne à des gens qui sont globalement pas très bien payés des pouvoirs considérables qui leur permettent, je parle pas des contraventions à 135 €, mais qui leur permettent, je pense, dans d'autres domaines administratifs ou même judiciaires, de s'ingérer dans des affaires de millions alors qu'ils gagnent, je dirais pas des misères, mais qu'ils gagnent pas bien leur vie. On peut pas dire qu'ils soient aisés. Eh bien, évidemment, ça crée des tentations extrêmement fortes et il faut des esprits
particulièrement fort et particulièrement résistant pour échapper à la tentation. Et évidemment, ça n'est pas toujours le cas. Yves Lenné, il y a un point, je rappelle que vous êtes l'auteur chez VA Éditions de 2 ouvrages intitulés Le 5e Empire, le tome 1 Dans les ténèbres, le tome 2 Vers la lumière. On aura l'occasion d'en reparler au cours des prochaines semaines ou des prochains mois, Yves Lenné. Et là, on est vraiment concentré sur cette histoire aussi de confinement, bien sûr, c'est l'actualité. Tout à fait. Mais dernier point que je voulais évoquer avec vous, dans ce 5e empire que nous vivons là en ce moment, il y a un point qu'on n'évoque pas, c'est la population qui en redemande. Avec dans les sondages, les gens qui veulent que le confinement se prolonge. On dit on va lever le confinement le 11 mai. On devrait avoir des gens normalement qui seraient sortis à leur balcon en disant « Hurrah, le 11 mai, on est libre, on va faire la fête ». Là, non. Là, non, c'est inquiétant, il faut qu'on reste chez soi. Est-ce que aussi... Comment interprétez-vous cela, même les dénonciations du voisin qui est sorti 2 fois et on appelle le commissariat de police en disant « j'ai vu mon voisin sortir 2 fois ». Est-ce que les personnes qui ont téléphoné vont se voir remettre une francisque peut-être à la Libération le 12 mai voilà, en récompense des bons et loyaux services? Yves Lenné. Oui, hélas, c'est ce que ça rappelle. D'ailleurs, j'ai un ami juif ashkénaze qui me disait, c'était une plaisanterie, une blague juive, il disait, oui, mon voisin, toujours un coup de fil au commissariat de police, mon voisin est sorti 3 fois ce matin de chez lui, manifestement sans motif, et en plus il est juif. Voilà, il n'y a que les Ashkénazes pour avoir le sens de l'humour, comme ça. Voilà, exactement. Non, mais en fait, c'est pas les Ashkénazes, les Juifs, d'une manière générale, qu'ils soient séfarades ou Ashkénazes, peu importe. Sur la population. Alors, ce qui est intéressant dans cette situation, c'est 2 choses. La première, c'est que les périodes de dictature, hélas, nous sommes dans une période de dictature qu'on voudrait espérer temporaire, mais on reporte de plus en plus la date limite à laquelle les choses reviendront dans les temps antérieurs. Dans les périodes de dictature ont pour effet mécanique je dirais, de révéler ce qu'il y a de plus mauvais dans l'humain. Et c'est comme ça qu'on voit, et quelquefois aussi ce qu'il y a de meilleur. C'est comme ça qu'on voit des dénonciateurs et des justes. Mais y compris d'ailleurs, il peut y avoir des justes même dans les forces de l'ordre. Ce que vous soulignez tout à l'heure, il peut y avoir dans les forces de l'ordre des gens qui disent c'est pas notre métier. Mais j'ai vu des policiers, je vais bien m'abstenir de les citer, ni même de citer la ville dans laquelle ils opèrent, mais j'ai vu des policiers qui m'ont dit on s'en fout. On contrôle pas le truc parce qu'on n'est pas là pour ça, on est là pour chasser les voleurs. Donc le gars qui va se balader plus d'1 heure, franchement, je laisse courir. Mais ils ont bien raison, ce sont des gens de bien. Et il existe des gens de bien dans toutes les catégories, et notamment chez les policiers, puisque leur métier est de protéger et servir. Mais je dirais que malgré tout, ce qui est intéressant, c'est que ces périodes-là, malgré tout, révèlent chez beaucoup d'humains ce qu'il y a de plus mauvais. Alors ça, c'est une première chose. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de dénonciations. Il y en avait beaucoup sur l'occupation. J'ai une anecdote à ce sujet qui est intéressante. Mon père, je suis plus un jeune homme, et mon père, lui, a connu l'occupation dans la force de l'âge. Et donc, comme il était employé des chemins de fer, il parlait couramment l'allemand, il a été bombardé interprète entre le chef de gare français et le chef de gare allemand superviseur de la gare de marchandises des Batignolles à Paris, qui était la plus grosse gare de marchandises, très importante à cette époque-là dans le mécanisme de l'occupation. Et il n'avait pas demandé, mais comme il parlait l'allemand, on lui a dit toi tu vas être interprète. Il a failli d'ailleurs être assassiné par un officier SS alors qu'il avait été pris en otage. Bon, heureusement pour lui, le wagon qui avait été perdu a été retrouvé. Il n'a donc pas été abattu. Cela dit, il a eu l'occasion, il m'a raconté sa vie, il a eu l'occasion à cette époque de rencontrer par exemple 2 officiers de la Gestapo. Et ces officiers de la Gestapo lui avaient dit, et ça l'avait frappé, il m'en avait parlé, il avait dit nous sommes dégoûtés par les dénonciations que nous recevons des Français. C'est pas glorieux. C'est pas glorieux. Et ce qui est intéressant, c'est que l'époque actuelle, elle fait remonter ce genre de choses à la surface, qui sont pas les choses les plus agréables.
Alors ça, c'est effectivement un premier effet. Pourquoi, deuxième question, pourquoi est-ce que le peuple français ne pousse pas un cri de soulagement et de bonheur au moment d'être libéré? Alors je pense que ça a deux causes. La première, c'est que la fraction française qui a fait la révolution de 89, qui a fait beaucoup d'autres choses, est une fraction très minoritaire. La grande majorité des Français, hélas, le général de Gaulle a eu un mot cruel qu'on connaît bien, n'est-ce pas? Donc, ils sont pas tellement décidés à se battre pour leur liberté. C'est toujours une minorité. Et cette minorité est importante et elle peut éventuellement changer des choses. La deuxième observation, c'est qu'il y a une psychose collective à propos de ce virus chinois. Cette psychose collective a été organisée, je ne sais pas pour quelle raison, par la majorité des organes de presse. Je ne dis pas la totalité parce qu'il n'y a pas d'unanimité, mais la majorité des organes de presse se sont alors peut-être aussi avec l'influence des réseaux sociaux, c'est très complexe, se sont donnés au fait que c'est extrêmement dangereux, c'est très contaminant, c'est ceci, c'est cela, et il s'est généré dans la première période où ce virus où se développait en France, il s'est généré une véritable ambiance de panique collective. Alors on sait que dans la panique, les gens ne raisonnent plus. C'est la fameuse histoire du cinéma en flammes où une pauvre femme enceinte qui trébuche se fait piétiner à mort par la foule qui s'enfuit et bien évidemment chacun des membres de la foule qui piétine la pauvre femme ne le ferait pas individuellement, bien au contraire. Mais dans la foule, c'est le bazar de la charité que vous nous racontez. Voilà. Exactement. Et dans la foule, André Gide disait, je hais la foule et c'est parce que je sais ce que j'y deviens que je hais la foule. Et Gustave Le Bon a écrit des choses indépassables sur la psychologie des foules. Donc, il y a eu un phénomène de foule psychologique, curieusement, sur ce sujet, à travers la manière dont les médias et peut-être les réseaux sociaux aussi ont présenté les choses. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la terreur n'est pas encore entièrement passée. Alors ça commence à se déliter quand même. Il y a de plus en plus de gens qui sortent, de plus en plus de gens qui ne respectent pas l'assignation à résidence, parce que confinement en droit, ça ne veut rien dire, c'est l'assignation à résidence. Il y a de plus en plus de gens qui ne respectent pas. Donc progressivement, puisqu'on se lasse de tout, même d'avoir peur, progressivement, les gens se lassent d'avoir peur. Mais la majorité continue à être terrorisée. Et c'est la raison pour laquelle les gens restent attachés à cela. Dans 3 mois, il ne sera plus possible de dire aux gens de se confiner. Ce sera fini. Oui, ça ne marchera plus. Yves Lenné, merci pour tous ces commentaires d'actualité. Vous êtes l'auteur chez VA Édition de 2 ouvrages, Dans les ténèbres et Vers la lumière, sur le 5e Empire. Le 5e Empire, malheureusement, c'est pas un livre de science-fiction. On n'est pas dans Star Wars. Malheureusement, c'est la France, ce 5e Empire. Et on aura l'occasion d'en reparler. Vous êtes à Berlin, Yves Lenné. Merci. Merci infiniment. Merci infiniment, monsieur. Merci. Au revoir, monsieur.